L'INLETAR attaque la Montagne d'Or pour violation du droit à l'image. L'élu de Kourou accuse la compagnie minière d'avoir utilisé sans autorisation l'image de son fils mineur sur l'une de ses affiches publicitaires. Plus d'informations dans notre édition de ce soir. Les économies enfin au menu de nos étudiants. L'Université de Guyane a inauguré aujourd'hui le premier restaurant U du territoire. Un projet bienvenu qui permet à nos têtes pensantes de se nourrir sans se ruiner. Enfin, nous irons visiter les murs pleins de vie de la maternité de l'hôpital André Rosemont. Grâce à l'initiative de l'association Baby Wall, nos nourrissons et leurs mamans verront la vie en rose et en technicolor. Les images à venir dans votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale que vous pouvez aussi partager en direct sur Facebook. Une campagne publicitaire dont le fond et maintenant la forme font polémique. La dernière affiche du projet de la Montagne d'Or met en scène un jeune mineur pour laquelle la mère, l'INLETAR, fervente opposante du projet, n'a pas été consultée. Résultat, une plainte a été déposée et une procédure en référé a été enclenchée. Complément d'information d'Ayodele Germa. Voici la photo en question. 3,2 cm sur 2,2 en bas de page de France Guyane du 29 janvier dernier. On y voit deux jeunes garçons souriants. L'un d'eux est le fils de l'INLETAR, alors âgé de 10 ans. Cette photo a été extraite du clip de Francis Nugent, Timon de la Guyane, pour réaliser le support de communication de la compagnie La Montagne d'Or. Cette même image était aussi affichée sur des panneaux publicitaires en 4x3, parmi des photos de 8 autres personnes. Selon l'avocat de la défense, ces affiches ont été retirées le 18 janvier dernier. Pour l'INLETAR, qui affirme ne pas avoir donné son accord, c'est une violation du droit à l'image de son enfant, aujourd'hui âgé de 17 ans. Ils ont fait preuve de dilettantisme, ils ont fait preuve de je m'en foutisme également. Je crois que la moindre des choses, quand on a une compagnie à ce point d'ailleurs controversée, avec autant de moyens sur un territoire, la moindre des choses, et c'est là on montre le sérieux de la compagnie, la moindre des choses, c'est de vérifier quelles sont les identités des personnes dont vous souhaitez, que vous souhaitez. Passons maintenant au chapitre éducation. L'école est-elle capable de faire réussir tous les élèves? C'est l'interrogation qui s'est posée ce matin lors d'un colloque organisé par le SNUPP FSU Guyane. La réponse à cette épineuse question a-t-elle été trouvée? Les réponses dans ce sujet de Pierre Tréfou. Dans un territoire où les ethnies sont aussi diversifiées et isolées, comment l'école est-elle capable de faire réussir tous les élèves? Pour répondre à cette question, le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles a convié le docteur en sciences de l'éducation, Jacques Bernardin. S'il faut continuer de revendiquer les moyens de faire le métier dans des conditions acceptables et de pouvoir accueillir des élèves dans des conditions optimum, en même temps, du grain reste à moudre pour chacun d'entre nous dans l'espace des classes pour changer, dynamiser le rapport des élèves aux apprentissages. L'ensemble des collègues n'arrêtent pas, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, de dire on a absolument besoin d'y voir plus clair sur notre métier. Ce n'est pas une question de bonne volonté ou d'engagement dans le métier, c'est un problème de manque d'outils, d'étayage, de support, de soutien. C'est ça qui nous fait défaut. Avec le manque de ressources, les professeurs doivent improviser des techniques d'apprentissage, comme pour Marie Ofontia, professeure de français, dans une unité pédagogique pour les élèves non francophones. On a une méthode, comme je vous ai dit, la méthode langage en fait, et après autour de ça, je fais beaucoup de comparaisons entre leur langue maternelle et le français. Je fais beaucoup de comparaisons entre leur culture d'origine et la culture guyanaise et française. Voilà. Et je travaille avec des techniques, par exemple, d'enregistrement, beaucoup d'imprégnation auditive. Je fais comme vous, je les enregistre, je les interviewe. Avec plus de 2600 enseignants pour plus de 44 000 élèves répartis dans 174 écoles dans toute la Guyane et avec de nombreuses difficultés d'accès, l'enseignement doit repenser les dispositifs d'apprentissage en fonction de l'environnement afin de motiver les élèves en classe. Éducation toujours, mais avec une excellente nouvelle. Les étudiants de l'Université de Guyane ont enfin leur Resto U, une structure qui leur permet de se restaurer à des prix qui correspondent mieux au budget souvent serré qui va de pair avec la vie estudiantine. Gaël Ouassim a assisté à cette inauguration gourmande et bienvenue. Ils sont affamés. Les étudiants de l'Université de Guyane pourront désormais se restaurer au sein du nouveau restaurant universitaire situé au campus de Troubiran. À l'image d'Eli, étudiant en deuxième année de droit. Le resto ouvre à 11h30 et ensuite on fait la queue et on nous sert le plat du jour.
Ça coûte combien? 3,25 € pour entrée, plat, dessert. C'est vraiment abordable. D'accord. Et comment tu faisais avant qu'il y ait le resto justement? Avant, donc, soit on mangeait à la cafétéria parce que la cafétéria, mais c'était tous les jours le même menu, donc c'est-à-dire des frites. Ou sinon on avait l'option d'aller à la boulangerie Victor Martin. Ou sinon au stand qu'il y a au stade Baduel. C'était les 3 options en général pour les étudiants. 3 ans après l'ouverture de l'Université de Guyane, la création d'espaces de vie universitaire se faisait largement attendre. C'est beaucoup mieux ici. C'est vrai que on peut toujours prendre des repas très gras si on veut, puisqu'il y a beaucoup de choix. On peut prendre que des frites, mais on nous propose des légumes, du poisson, on nous propose des choses assez variées. Et pour le prix, c'est vraiment très raisonnable. Quand on sait qu'au Chinois, c'est 5 € pour juste du riz cantonné, ici c'est quand même vachement plus sympa. Ayant la capacité de servir 1000 couverts par jour au plus fort des jours d'affluence, ce restaurant reste accessible à tout le monde. Ce restaurant est ouvert bien sûr au personnel de l'université, mais au personnel aussi du rectorat et au personnel de toutes les administrations. Alors le repas pour le personnel en revanche c'est de 6,50 €. Le service social de ces 2 organismes va contribuer à diminuer le coût par agent. C'est-à-dire certains agents vont payer 5 € et d'autres 4,50 €. Quand je parle d'agents, je parle des enseignants et bien sûr le personnel administratif. Un nouveau pas vers la fonctionnalité, l'université de plein exercice a passé un cap historique. Tout à fait, c'est un moment historique pour la région, mais surtout pour l'université et tous les étudiants de Guyane. Parce que c'est un équipement dont on avait besoin et qui permet à notre campus d'être complètement fonctionnel. On doit continuer à construire les espaces physiques, à apporter de nouveaux services aux étudiants, à apporter de nouvelles fonctionnalités. Et le restaurant universitaire sert à ça. Plusieurs projets sont d'ores et déjà dans les fourneaux de l'administration universitaire. En tout état de cause, les étudiants guyanais ne resteront pas sur leur faim. Le chiffre de la semaine est le 500. 500 € seront alloués aux jeunes de 18 ans en Guyane afin qu'ils puissent fréquenter des lieux artistiques ou acheter du bien culturel. Ce pass culture était une promesse du candidat Macron qui sera mise en place dès le 2e trimestre dans 4 départements pilotes, dont la Guyane. Caroline Alcide est sur le plateau pour nous apporter quelques éclaircissements. Bonsoir Caroline. Bonsoir Chrysler. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce pass culture? Je pense qu'il faudra peut-être attendre la semaine prochaine pour en savoir, je pense, la totalité de cette histoire-là. Il y a la visite de Françoise Nyssen la semaine prochaine, la ministre de la Culture. Donc je pense qu'elle va certainement nous dire un peu plus. Elle vient en Guyane, je pense, pour visiter tout ce qu'on a en Guyane, mais aussi peut-être pour annoncer un peu plus sur ce pass culture. La Guyane fait partie des 4 départements, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont été retenus pour que ces jeunes, pour nos jeunes, puissent découvrir la culture, accéder à la culture, donc des jeunes de plus de 18 ans. Voilà. Combien va coûter ce dispositif? Donc le gouvernement, donc les premiers chiffres qui ont été divulgués il y a quelques mois, on parlait de 430 millions d'euros. Maintenant, le dernier chiffre, donc vu hier, c'est 400 millions d'euros. Quelle est la durée de ce crédit? J'explique déjà un peu. Donc c'est une application que les jeunes ils auront sur leur smartphone. Donc ça va être 500 € par jeune qu'ils auront sur leur smartphone. Donc ils auront avec la géolocalisation, donc ils connaissent très bien ça, les jeunes, ils vont savoir où se trouve un spectacle ou des choses comme ça. Un jeune qui vit en Guyane, par exemple, qui, quand il va voyager ailleurs, il pourra utiliser donc, son pass pour aller à Marseille ou à Bordeaux ou voir à Paris, voir un spectacle ou assister donc, des concerts. Mais ce pass-là, ça permet aussi de payer des cours, par exemple, à l'encre, je pense. Ah, c'est intéressant. Alors, justement, à part ces cours à l'encre, où ces jeunes pourront-ils utiliser ces passes? Je pense que là, on rentre quand même dans quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Guyane, notamment? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? J'ai le regret de dire que l'offre culturelle en Guyane est très faible, limitée. Donc, aller au cinéma, voir des expos. Je pense que beaucoup d'expositions des gens en Guyane sont gratuites pour les jeunes comme pour des adultes. Peut-être des cours à l'encre, mais après, je pense qu'en Guyane, il manque quand même beaucoup de choses et que peut-être avec ce pass, on va peut-être développer des choses. Je croise les doigts. Croisons les doigts ensemble. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions. Je vous en prie. Vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué. Depuis le 1er janvier, tous les nourrissons sont obligés d'être vaccinés à 11 reprises. Cette nouvelle législation a incité la CTG à signer une convention hier soir avec la Sécurité sociale. Signature durant laquelle Pierre Tréfou a tenté d'en savoir plus en interrogeant Catherine Léo. Il s'agissait bien sûr aujourd'hui de formaliser les modalités de remboursement de ces prestations de protection maternelle et infantile. Et
Alors ces activités réalisées, bien sûr, sont des activités de promotion et de protection de la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi des activités de planification familiale et des activités d'éducation familiale. Cette convention va permettre de fluidifier les circuits et de permettre une meilleure réactivité, en tout cas des deux services, puisque nous nous sommes engagés à mettre les moyens de chaque côté. Et donc, il s'agit de raccourcir aussi les délais de remboursement et de donner des informations exhaustives, puisqu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des activités qui sont menées, mais qui ne sont pas forcément remboursées, et faute de transmission. Alors, il faut savoir qu'il y a des sites isolés. Nous n'allons pas tout résoudre d'un coup. Cette convention-là n'est pas une convention magique, puisque nous avons des sites isolés. Et ces sites-là, la transmission des factures à la Caisse générale du Sécu se fera toujours de manière archaïque, mais nous visons une télétransmission dans les mois qui viennent. Restez avec nous, à venir dans votre journal. Le village chinois préfère les fleurs aux détritus. La preuve avec un projet porté par une association, les riverains et la ville. Et puis après les fleurs, place aux couleurs qui s'invitent sur les murs de la maternité du Char. Cap tout de suite sur la Guadeloupe pour sa deuxième journée. Madame Girardin s'est rendue ce matin à Pointe-à-Pitre pour parler de rénovation urbaine. Elle en a profité pour visiter plusieurs sites connus à l'image du marché de la ville. Reportage d'Yvan Lemar. Après un passage par les abîmes, Annick Girardin s'est rendue à Pointe-à-Pitre afin de découvrir différentes opérations de rénovation de quartier. Première étape, le Mélaman-Réau, réhabilité dans le cadre de l'ANRU. La rénovation urbaine est extrêmement importante parce que c'est une question de cohésion sociale. D'abord, c'est aussi une réponse qui doit être apportée aux jeunes qui vivent dans ces territoires et qui doivent pouvoir trouver dans ce cadre-là les accompagnements nécessaires en termes d'accompagnement éducation, associatif, formation, mais aussi donner l'envie de créer, donner l'envie d'innover. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Au-delà, effectivement, du logement, qui est une priorité du ministère des Outre-mer. Vous savez qu'il y a la ligne budgétaire unique pour laquelle les élus des territoires d'outre-mer se battent depuis très longtemps pour la préserver et qui est un élément important de la politique du ministère. Et j'en vois ici l'utilité. Lors de cette visite, la ministre a rappelé l'existence de certains dispositifs pour soutenir ce type de projet. Il y a un nouveau dispositif, Cœur de Ville, qui va être lancé dans le cadre de la loi logement dans les semaines à venir. Et je me bats pour qu'il y ait une, voire deux villes d'outre-mer dans les 12 qui seront retenues, de manière à ce qu'on montre cette possibilité aussi de réhabilitation d'un centre historique, qu'on protège le patrimoine, en même temps qu'on y remette de l'activité économique, parce que c'est essentiel. Et dans les aides économiques que je suis en train de repenser, de revoir, c'est aussi avec cet objectif de dire le développement touristique passe aussi par une rénovation des centres-villes attractifs, où on retrouve des activités commerciales, touristiques, de manière à ce que le tout puisse positionner la Guadeloupe dans les Caraïbes comme une destination touristique de qualité. Durant la matinée, la ministre a pu visiter le nouveau quartier autour de l'école Raphaël Jolivière et le port de pêche. Le projet de destruction des tours de la Gabarre lui a aussi été présenté. Direction la Martinique maintenant, où Gérald Damanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, assistait ce matin à un exercice de démonstration d'interception en mer, une occasion de faire le point sur les moyens de l'île en matière de lutte contre le trafic de drogue. Johan Bollard était lui aussi à bord. Ceci est bien un exercice, une saisie de cocaïne à bord d'un go-fast, une démonstration de force et de coordination des services. Objectif, assainir nos eaux, aujourd'hui autoroute des narcotrafiquants, et étouffer dans l'œuf le trafic outre-Atlantique. On est très proche des lieux de production, des lieux de transformation, et tout ce qui est fait ici, pas seulement la douane, la douane avec la marine nationale, la douane avec la gendarmerie, sous l'autorité du préfet, c'est extrêmement important pour, c'est ce qu'on appelle le bouclier chez nous, stopper le plus tôt possible les trafics, parce qu'ici on sait que c'est un endroit très important pour les trafics qui viennent jusqu'en métropole. Et en Europe, cellules de renseignement, hélicoptères, commandos embarqués, des moyens qui existent aussi dans les îles voisines, Saint-Martin et la Guadeloupe.
En charge des douanes, le ministre Gérald Darmanin a pris la mesure de cette guerre ouverte et annoncé des moyens supplémentaires. Des moyens aéroportuaires, mais aussi parce que nous avons en face un enjeu pour les douanes françaises, qui sont notamment l'enjeu du Brexit. Alors c'est vrai que c'est notamment pour les Hauts-de-France et pour la région Normandie et la région Bretagne, mais aussi pour les Antilles. Autre mesure, l'augmentation des effectifs, plus 200 emplois à temps plein, pour tenter de faire face à ces cartels dotés parfois d'outils à la pointe de la technologie. Pas simplement une question d'équivalent temps plein d'hommes ou de femmes, c'est aussi effectivement le big data, les algorithmes, la façon dont on doit être plus fort que les voleurs, si je veux dire, dans les techniques. Et ça, effectivement, pour la première fois, Bercy va s'en occuper avec des services dédiés et des moyens informatiques dédiés. Un accent particulier également mis sur le renseignement, qui aurait permis d'augmenter le nombre de saisies douanières. En 2016, 2,7 tonnes de produits stupéfiants saisis, un chiffre en hausse par rapport à 2015. Retour en Guyane où samedi dernier, les habitants du village chinois ont prêté main forte aux associations du quartier afin d'éradiquer les zones de dépôt sauvage de déchets. Cette opération, chapeautée par la régie de quartier de Cayenne, a permis la mise en place d'un espace vert fleuri. Ayodele Germa a assisté à son inauguration. Vous avez un service qu'on appelle la gestion urbaine de proximité qui travaille avec les habitants, qui implique les habitants dans l'embellissement de leur quartier. Et ça, c'est un exemple, c'est un modèle. Je suis très heureuse d'ailleurs de voir qu'ils ont commencé les travaux samedi dernier. Et aujourd'hui, je vois que rien n'a changé. Tout est propre et je ne peux que les encourager, les remercier en tout cas, de maintenir cet espace paysager comme il est. Alors il faut savoir que nous allons multiplier ces espaces, puisque vous savez qu'il y a de nombreuses décharges sauvages dans les différents quartiers. Et je crois qu'il est important de trouver une solution pour pouvoir les éradiquer. Mais voilà un exemple de solution, c'est embellir, aménager une partie en jardin paysager. Et vous voyez qu'il y a même l'ameublement avec. Aujourd'hui, ils sont d'accord justement de pouvoir remplacer ces décharges sauvages par des aménagements et puis surtout s'en occuper. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le tout d'aménagement, c'est surtout de maintenir cet embellissement pendant des années certainement. Mais c'est important en tout cas d'impliquer les habitants. Je vous le disais en titre, un peu de couleurs sont venus égayer les murs de l'hôpital André-Rosemont. Grâce au coup de pinceau de l'association Baby Wall, 35 fresques murales ornent désormais le service pédiatrique. Gaëlle Ouassim a été à la rencontre des porteuses de projets. Artiste métropolitaine, mais avec Camille Nicolazzi. Et en fait, le fait d'avoir grandi ici, ça nous a permis de choisir le premier pays dans lequel on voulait intervenir. Et 35 fresques, c'était parce qu'on s'adapte aussi au mur. Donc il y avait beaucoup d'espace et du coup, on a essayé d'intervenir au maximum. On est basé sur les animaux locaux de la Guyane. Donc il y a le morpho, le toucan, la tortue, l'ibis rouge et le caïman. La première fois que je suis venue visiter l'hôpital, c'était très grand et je me suis presque totalement perdue. Je visitais des couloirs et je ne savais pas comment me retrouver. Et je me suis dit, avec Camille, c'est compliqué en fait de se repérer quand on ne connaît pas. Et du coup, oui, maintenant c'est pas mal de dire suivez la tortue, suivez le morpho, voilà. Pendant la réalisation, il y a plein d'enfants qui étaient là, émerveillés de voir comment ça se faisait, comment on arrivait avec un petit coup de crayon à faire de belles choses. Donc pour nous, c'est rendre le travail plus agréable. Et puis pour les enfants, ça fait de la joie plutôt que des murs tout uniformes, sans aucune vie. Voilà, c'est des tout petits détails, mais ça change vraiment notre quotidien. Et puis pour les parents, ce que je notais tout à l'heure, c'est ludique. C'est suivez les petits toucans, suivez les morphos, vous allez trouver votre enfant à cet endroit-là plutôt que des noms, la flèche, c'est des petites choses qui nous rendent le travail plus agréable. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 2 mars.
L'INLETAR attaque la Montagne d'Or pour violation de droit à l'image. L'élu de Kourou accuse la compagnie minière d'avoir utilisé sans autorisation l'image de son fils mineur sur l'une de ses affiches publicitaires. Plus d'informations dans notre édition de ce soir. Les économies enfin au menu de nos étudiants. L'Université de Guyane a inauguré aujourd'hui le premier restaurant U du territoire. Un projet bienvenu qui a permis à nos têtes pensantes de se nourrir sans se ruiner. Enfin, nous avons été visiter les murs pleins de vie de la maternité de l'hôpital André Rosemont. Grâce à l'initiative de l'association Baby Wall, nos nourrissons et leurs mamans verront la vie en rose et en technicolore. Merci d'avoir suivi le journal de la rédaction. Tout de suite, celui de BFM TV. Excellente soirée sur ATV Guyane et très bon week-end à vous. We wish you a very pleasant evening.